RFI. La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, la danse des mots qui commence la semaine donc avec notre séquence traditionnelle du lundi, ma parole que nous retrouverons dans une vingtaine de minutes. Et auparavant, on va s'occuper de mots bien entendu, de francophonie, c'est courant, et de médecine. Pourquoi de médecine ? Parce que notre premier invité, c'est Bernard Pijarias, qui est un médecin qui s'occupe et qui s'intéresse beaucoup à la langue, aux mots et à l'origine des mots. Donc, on va lui demander un petit peu pourquoi et de quoi il s'occupe. Bonjour Bernard Pijarias. Bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un habitué de la chaîne puisque très souvent c'est l'émission Priorité Santé qui vous invite, ce qui est tout à fait normal puisque vous êtes pneumologue. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous interroger sur votre amour des mots et commencer par vous poser une question pas trop indiscrète, un peu quand même peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'un pneumologue ? Puisque justement, vous vous intéressez à la fois à l'origine des mots et au sens qu'on leur donne aujourd'hui. Alors docteur, dites-nous un peu. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. C'est vrai que les mots sont au cœur de la médecine, au cœur du soin. Et je pense qu'effectivement, avec Freud, on voit bien combien le langage est important. Et donc si on ne sait pas s'occuper des mots, traduire les mots, les comprendre, écouter les mots, on ne pourra pas traiter les mots MAUX. Alors pourquoi je m'en occupe en tant que pneumologue ? On va redéfinir la pneumologie. Le pneumologue, c'est l'homme du poumon. Pneuma en grec, c'est à la fois le souffle. Et vous avez raison de le dire, c'est à la fois autre chose, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que c'est très ambigu et remarquablement ambigu pour ma spécialité que j'adore en ce sens-là. C'est à la fois le souffle qui nous permet de vivre, qui nous permet d'être moteur à oxygène, c'est le transfert de l'oxygène, le rejet de gaz carbonique. On est en mécanique de biologie, on est un véritable moteur. Et de l'autre côté, c'est à la fois l'esprit. Et là, la dualité médicale est bien posée. C'est l'esprit, et c'est étonnant que l'esprit étymologiquement soit relié justement au souffle. Pourquoi ? Parce que probablement c'est l'idée du souffle de vie qui est présent dans l'origine du mot pneuma en grec, qui est présente tout aussi bien dans l'origine latine anima, qui va donner une autre série de mots en français. Tout à fait, effectivement, l'animation, c'est-à-dire la mise en âme, du vivant, le vivant existe parce qu'il y a émotion, il y a motion, il y a mouvement. Et ce mouvement n'existe que s'il y a ce moteur à oxygène, c'est-à-dire si le pneuma fonctionne à deux niveaux. Au niveau des échanges des gaz, sinon vous n'êtes pas en moteur biologique actif, vous n'êtes pas vivant, vous êtes mort. Et dans l'autre niveau, c'est le niveau de la commande. Et là, on est dans l'esprit. Oui, alors évidemment, on a d'autres mots qui de temps en temps s'éloignent beaucoup de ses sens d'origine, par exemple pneu ou pneumatique. Certains vents balayèrent l'enfance, secouèrent le rêve et l'insouciance. Puis un beau jour, d'immenses flammes, au sortir de l'adolescence. Alors ces jeunes fous ont mis le feu. Alors ces jeunes fous à l'immense bain brûlèrent tout ce qu'ils gardaient incandescent. De la justice à la santé, de l'altruisme à l'équité. On se remet de tout, on se construit toujours bien. La vie souffle sur des braises, quelques flammes dansent sur le chemin. On se remet de tout, on se construit toujours bien. La vie souffle sur des braises, lorsqu'on est aimé par les siens. La vie souffle, c'est ce qu'on vient d'entendre, en tout cas en extrait, avec cette musique de Gabriel Saglio et ses VIP, ce qui nous ramène à la francophonie dans ces mots, le livre que vous avez fait paraître aux éditions Glyph, Bernard Pijarias. J'aimerais bien vous poser une autre question sur une autre de vos spécialités. Vous êtes également phtisiologue. Qu'est-ce qu'on appelle un phtisiologue ? C'est vrai que c'est un vieux mot qui a un peu disparu, mais qui existe toujours énormément dans les pays d'Afrique où justement la maladie qui est soignée est très présente, c'est la tuberculose. Et phtisie en grec, ça veut dire la consomption, c'est-à-dire, c'est le tabès également, qui est latin et à la fois grec, c'est-à-dire je me consume. Et je me consume pour une pathologie particulière qui est le bacille tuberculeux qui vient
manger le poumon et entraîner cette consomption de l'organisme. Et c'est pour ça qu'on voyait ces corps diaphanes, on voyait ces corps qui se consumaient. Et également, ça a touché beaucoup le romantisme du 19e siècle avec cette tuberculose omniprésente. Et les gens se consumaient, se pâmaient, et ça donnait toute la littérature liée à la tuberculose. Tuberculose, c'est un autre mot. Mais là, on est dans la phtisie. Alors, Bernard Pijarias, vous avez mentionné la littérature, et toute la littérature du 19e siècle, en effet, est baignée par cette peur de la tuberculose. On a l'impression de temps en temps que certaines maladies sont liées à certaines époques, à certains siècles. On a dit que la tuberculose, c'était le mal du 19e siècle, que le cancer était le mal du 20e, le 21e, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'on a extrêmement peur des épidémies, alors que ces peurs semblaient avoir disparu, ou en tout cas s'être éloignées de notre 20e siècle et qu'elles reviennent en force. Est-ce que vous trouvez vraiment que on a des maladies comme métaphore, comme on a pu le dire déjà ? Sûrement. L'image est vraie, c'est une vraie métaphore, c'est vrai. Mais n'oublions pas que la tuberculose a accompagné l'homme depuis que l'homme est homme. Donc c'est quand même une maladie qui a suivi l'humanité depuis qu'elle existe. On le voit bien avec certaines momies qui étaient déjà tuberculeuses. Donc, 19e siècle, oui. Et ça, on a pu le savoir en examinant justement les momies aujourd'hui. Tout à fait. On a relevé tout ça. On a pu retrouver les ADN même des mycobactéries, donc tuberculeuses. Tout à fait. Alors, vous parlez bien sûr de médecine et notamment du mot médecin, docteur Pijarias, si j'ose vous appeler comme ça. Très souvent, on met sur le même plan, de façon un petit peu familière, un petit peu populaire aujourd'hui, le médecin et le docteur, alors que les deux mots ont des origines bien différentes et même aujourd'hui des emplois relativement différents. Qu'est-ce que c'est donc au départ qu'un médecin ? D'où vient ce mot-là ? C'est là-dessus que vous commencez l'un des tomes de vos deux livres, La francophonie, dans ces mots que vous avez fait paraître aux éditions Glyph. Alors le médecin, c'est pour moi un mot très fort et que j'insiste pour qu'il revienne. Le médecin, c'est une vieille racine latine et donc post-italienne qui est medere qui veut dire peser, évaluer. On a la même racine dans mode, l'aspect modal, et donc où on va peser le pour et le contre comme une balance avec les fléaux d'une balance, et c'est cette façon de peser le pour et le contre par l'esprit, par la pensée qui va faire le médecin. Il va pouvoir méditer, utiliser un médicament, éviter l'irrémédiable. On retrouve toujours cette racine med. Et c'est la même alors. Dans tous ces mots que vous venez de citer. Méditer et médecin ont une origine commune. Commune, absolument. Et c'est pour ça que je dis l'outil du médecin, c'est la pensée. Et là, c'est vraiment le cœur de métier. Et c'est pour ça que je récuse totalement. Et c'est vrai que vous parlez de penser et de peser, et que là aussi, l'origine des deux mots est la même. Hein. Qu'est-ce que c'est que penser ? C'est sous-peser l'idée qui peut nous venir dans l'esprit et voir quelle validité elle peut avoir, justement. Donc la pensée devient physique. Oui. Donc c'est intéressant. C'est au-delà du vidéo, de l'idéo de Platon. Dans cette enveloppe, on peut peser quelque chose, on peut l'évaluer, donner poids à ce que l'on va dire. Et l'outil du médecin, c'est la pensée. Ce n'est pas qu'un technicien. Et c'est pour ça que je récuse complètement un terme qui est employé actuellement, qui est praticien hospitalier. Qui pratique l'hôpital, sinon le malade ? Qui pratique l'université pour praticien universitaire, sinon l'étudiant? Ce sont des mots galvaudés, et ce n'est pas gratuit. Ça veut dire simplement qu'on a remplacé un mot par un autre pour donner la primauté à une hiérarchie technique contre l'expertise. Et ça, c'est grave. Alors on parle du médecin, on parle parfois du docteur, et docteur est ce qu'on appelle un appellatif. Je peux vous appeler docteur Pijarias. Je peux dire, vous êtes docteur, c'est un petit peu populaire, ça correspond pas exactement. Et pourtant c'est vrai, vous êtes docteur en médecine. Dans le français contemporain, on a tendance à penser que le docteur est forcément médecin. Au départ, ce n'est pas du tout le cas. Le mot docteur est beaucoup plus large que cela. Quelle en est l'histoire en quelques mots? Mais alors, il faut revenir aux racines. Les racines sont latines. C'est docere, celui qui sait, c'est le sachant. En fait, le docteur, c'est celui dont on va reconnaître la connaissance. En arabe, c'est hakim, c'est le sage. On n'est pas loin. Mais c'est celui qui donc on reconnaît sa connaissance et on va lui donner un doctorat qui validera la reconnaissance de cette connaissance. Ce que vous dites est tout à fait fondamental pour la France, puisqu'il y a qu'en France qu'on va dire le docteur. Si on est c'est-à-dire qu'on le dit dans d'autres pays, mais avec une autre destination. Par exemple, en Italie, très souvent, on nomme les gens par leur fonction. Et on dit ingegnore, dottore, professore, beaucoup plus qu'en France. Tout à fait, qu'ils soient en droit, qu'ils soient en médecine. Donc tous les docteurs sont docteurs. Oui, c'est ceux qui ont passé un doctorat, qui ont soutenu leur thèse de doctorat. De doctorat, tout à fait. Et c'est vrai que ça fait
ça pose problème. Une fois en conférence en public, j'ai eu une invective d'un docteur et sciences qui dit mais on en a marre, nous sommes tous docteurs ici. J'ai répondu mais mon cher confrère, quel est le problème? Est-ce que c'est le pouvoir que vous voulez prendre ou l'autorité scientifique que vous récusez dans ma parole? C'est vrai. Il n'empêche que très souvent, le mot de docteur est référé en français contemporain à la médecine et que des gens qui sont docteurs, par exemple, mais qui ne sont pas docteurs en médecine, sont de temps en temps un petit peu réticents à mettre le mot docteur sur leur plaque parce qu'ils disent on va penser que je fais de l'abus de pouvoir. Par exemple, c'est le cas pour certains psychanalystes qui sont docteurs en psychologie, mais qui n'osent pas mettre docteur Dupont ou Durand parce qu'ils disent on va penser que je veux m'attribuer un titre, en fait, que je n'ai pas. Je suis bien docteur, mais pas en médecine. C'est tout à fait passionnant cette histoire-là, parce que les Québécois ont réglé le problème. J'ai eu ce problème récemment pour une grosse conférence que j'ai organisée au Québec, et pour mettre les titres des gens qui étaient docteurs et sciences, que faire? Ils ont réglé le problème, ils mettent docteur, mais ils rajoutent à la fin PhD, le terme anglais, pour dire que c'est un doctorat en sciences. Comme ça, tout le monde est content et c'est pas plus mal. Être amoureux ou malade, ça finit toujours par un lit. Je n'ai plus quitté la chambre dès l'instant où elle est entrée dans ma vie. Dites-moi, docteur, docteur, pourquoi ai-je la fièvre nuit et jour? Docteur, guérissez-moi, j'ai mal du côté de mon amour. J'ai eu la rougeole et les oreillons, mais je me portais comme un charme quand j'ai cédé au charme de ce démon. Et depuis docteur toujours, je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? C'est le Dr Fever, le bien nommé, que nous venons d'écouter. Alors, je me retourne vers vous, Bernard Pyjarias, docteur Bernard Pyjarias, à partir des 2 livres que vous avez fait paraître aux éditions Glyph, La francophonie dans ses mots. Le tome 1, c'est Mots en Méditerranée. Le deuxième, c'est Mot à mot. Et ça parle plus de médecine. Et en particulier, vous parlez des origines de la médecine, des mythes originaires de la médecine, des premiers grands médecins dont on savait pas très bien s'ils appartenaient à la catégorie des hommes ou des demi-dieux ou des dieux, notamment Esculape, qu'on appelle en grec Asclépios. Alors, qui est cet Asclépios et d'où nous vient son nom, Bernard Pyjarias? C'est un nom très étonnant, effectivement. C'est soi-disant le dieu de la médecine. C'est l'Imhotep de chez les Égyptiens. Hein. Et donc, c'est un petit peu un demi-dieu. Et d'Asclépios, la descendance, après on aura Hippocrate qui s'est lié dans sa descendance à Asclépios. Les Asclépiades étaient on va dire les facultés de médecine de l'époque, où les gens étaient formés à la médecine, et c'est là que tout a commencé avec Hippocrate, justement, descendant, et qui a permis de sortir de la théurgie, c'est-à-dire une théurgie, travail, ergain, théos, de Dieu. On le sort et on devient plus scientifique avec une médecine qui va enfin regarder les symptômes, regarder son évolution et proposer une thérapeutique. Cela étant, dans les Asclépiades, on était relié à la théurgie aussi, puisque, comme à Delphes ou autre, on incubait avec le médecin pour savoir après ce qui va sortir de ses rêves, et puis pouvoir sortir après dans une analyse des rêves. Tiens, ça pourrait être freudien, ça aussi. On va sortir une thérapeutique. Alors, qu'appelait-on exactement les Asclépiades? Les Asclépiades, c'était les temples dédiés à Asclépios, ce fameux dieu de la médecine grecque, où étaient formés les médecins de l'époque. Donc on en a beaucoup, mais un des plus connus, c'était Galien, qui a été formé à l'Asclépiade de Pergame en particulier, et qui était, donc là on est au 1er siècle, alors que les Asclépiades ont commencé, donc on va dire à peu près, au moins 4 siècles à peu près, avant Jésus-Christ. Alors, la médecine a ses symboles et ses emblèmes. Ce qui est étonnant, c'est que ce qui est devenu l'emblème de la médecine contemporaine est un instrument qui n'est pas emblématique du dieu de la médecine. C'est le caducée. Et le caducée, très souvent, dans l'imagerie antique grecque, on le voit dans la main d'Hermès. Hermès est le dieu des voleurs, et le dieu du commerce, et le dieu du voyage d'une certaine façon parce que il a des ailes aux pieds qui lui permettent d'aller très vite d'un point à un autre. Bien que quand on est dieu, on ne s'embarrasse pas de tout ça. Pourquoi justement
Hermès a-t-il un caducée et comment ce caducée est-il devenu un emblème médical? Alors le caducée, ça veut dire le héros en grec. Kalukaros, ça veut dire le héros, celui qui transmet la parole. Et Hermès est effectivement le dieu qui transmettait la parole. Alors dans le caducée médical, on a gardé certains emblèmes qu'on retrouve chez Hippocrate, qu'on retrouve chez Asclépios, qui est le bâton, mais c'était pas le même bâton hermaïque, comme on l'appelle de chez Hermès. C'est un bâton de promenade de Hippocrate dans la campagne, où il va soigner. Et le serpent, c'est pas tout à fait le même, c'est une couleuvre. Alors effectivement, on a mélangé les deux symboles, on a mélangé encore un petit peu de théurgie avec un symbole qui est beaucoup plus proche de la réalité de l'enseignement. Mais ce caducée, vous le retrouvez également au niveau de l'Assemblée nationale, où sur les deux flancs, droite et gauche de la tribune officielle, il y a un caducée qui représente la parole qui va être donnée. Alors ce caducée, très souvent, c'est un symbole du double aussi, parce que vous parlez de la couleuvre. Dans de nombreux caducées, on ne voit pas un serpent autour du bâton d'Hermès, mais on en voit deux qui s'enroulent comme une sorte de double spirale qui déjà va nous donner l'idée de ce que sera bien plus tard une imagerie de l'ADN. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir effectivement cette double hélice déjà symbolisée dans les deux serpents. Dans le serpent, il y a deux choses. Il y a effectivement ce symbole animal, et puis il y a également le poison de son venin. Et le poison en grec, c'est pharmakon. Pharmakon a donné la pharmacie. Donc on voit très bien que c'était le savoir de cette maîtrise qui permettait cela. Et d'ailleurs, dans la tradition grecque, ces serpents-là, si on touchait ce bâton d'Hermès, on était immunisé contre le venin de serpent. Donc il y a là aussi une forme de thérapeutique. Mais c'est ça qui est étonnant avec le venin, c'est ce qui tue et c'est ce qui sauve. Tout à fait. Et en particulier, le venin qui devient hémorragique ou anti-hémorragique selon le serpent que l'on a, on va s'en servir, on s'en sert toujours en médecine pour traiter par exemple des caillots, pour traiter les embolies pulmonaires, même si maintenant on a des médicaments beaucoup plus modernes. Mais là on est en face vraiment d'un mythe qui a perduré jusqu'à maintenant et que nos amis pharmaciens ont récupéré également dans le mythe, dans le caducée du pharmacien. Alors, Bernard Pijarias, je suis très content de vous entendre parler de mythe, puisque c'est un mot sur lequel vous avez également réfléchi, en essayant de voir au départ ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il nous apprend et comment. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on appelle un mythe? Ce mythos grec, à quoi ça nous renvoie? Le mythos grec, il faut reprendre Lévi-Strauss, il faut reprendre tous ces textes du structuralisme. Le mythe, c'est le murmure du monde, on va dire quelque chose, en quelque sorte. C'est ce murmure qui va nous donner sens aux origines. C'est ce qui est très ancien, sur lequel un peuple va se raccorder, va s'associer, va fonder son mythe de fondation, son mythe fondateur. Alors tous les peuples, toutes les confréries, je dirais presque, sont un mythe. Et ces mythes-là peuvent être donc alloctoniques, ils peuvent être également fondateurs, ils peuvent être fondateurs d'une société, fondateurs d'une installation comme la ville d'Alger à Nicosie, qui était là où les 20 compagnons d'Hercule se sont arrêtés. Nicosie veut dire 20 en grec. Donc ce sont des mythes de fondation. Il n'y a pas de société et de confrérie sans mythe fondateur. Alors, vous nous parlez justement des colonnes d'Hercule. Hercule, Héraclès, c'est un mot qui vous a intéressé également. Passionnant Hercule, parce qu'effectivement, Héraclétès, c'est la gloire d'Héra. Et donc il a reçu son nom secondairement parce que il avait fauté en quelque sorte malgré lui avec ses origines qui étaient une origine. Alors il faut que vous nous rappeliez même les origines d'Hercule parce qu'il a une naissance étonnante. Une naissance extraordinaire, effectivement. C'est Zeus qui est descendu sur Terre. Il est descendu de sa résidence olympique ou olympienne, on va dire les choses un petit peu avec un petit peu de plaisanterie, et il a fauté puisqu'il a. Il fautait souvent, il faut dire. Est-ce que c'était vraiment fauté? Non, je pense qu'effectivement dans la cosmogonie grecque est intéressante parce qu'elle permet de voir que les hommes qui ont créé cette cosmogonie, cette théogonie, donc ont projeté dans le cosmos ce qu'ils faisaient ici-bas. Ouais. Donc finalement, on peut peut-être dire un mot quand même de cette imagination magnifique de Zeus qui, pour séduire la belle Alcmène, va recouvrir un procédé assez malin. Ah, tout à fait malin, puisqu'il a demandé à le dieu qui s'occupe des jours, de faire une nuit de 3 jours, et ce qui va lui permettre comme ça de pouvoir séduire la belle Alcmène et l'inséminer. Non seulement la séduire, mais comme Alcmène semblait être une femme fidèle et très amoureuse de son mari, il a pris les traits du mari pour se présenter à Alcmène. Et après, il lui a dévoilé le poteau rose. Et de son poteau rose, donc, est né
Hercule. Deux enfants. Oui, deux enfants. Parce qu'en fait, l'un qui est censé être le fils de son mari et l'autre le fils de Zeus. Exactement. Et donc, effectivement, il y en a un qui pouvait devenir immortel, à condition que la déesse... Oui, presque immortel. Presque immortel. Oui, c'est fait partie du mythe grec. Et pour que il fallait qu'Héra lui donne le sein, lui prête le sein. Et elle l'a pas voulu, elle a reconnu le problème, elle l'a rejeté. Et il faut dire que Héra, dans cette affaire, c'était la femme trompée, puisque c'était la femme, la déesse, bien sûr, qui était l'épouse de Jupiter ou de Zeus, puisque Zeus et Jupiter, c'est le même. Pour terminer, Bernard Pyjarias, à partir de ce beau livre en 2 tomes qui s'appelle La francophonie dans ses mots, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot des muses, puisqu'elles vous intéressent aussi particulièrement et qu'on s'est beaucoup intéressé dans cet entretien à la mythologie antique. Les muses, effectivement, c'est la mémoire. C'est la mémoire mnémée, c'est la mnémosène, c'est ce qui va permettre au monde de garder cette mémoire. Et dans cette cosmogonie grecque, c'est toujours intéressant de voir que à chaque élément de cette mémoire, dans les arts, pour le coup il s'agit des arts, il va y avoir une muse qui lui est dédiée. Pour la danse et Terpsichore. Et si vous lisez toute la série de muses qui existent, il y en a une pour l'histoire, une pour oui, c'est les ça opéras, qui est étonnant. Pour l'histoire, il y a Clio alors qu'on se dit que l'histoire n'est pas forcément un art aujourd'hui, mais il était mis à l'égal des arts. L'histoire, la musique, la poésie amoureuse, la danse, etc. Tout à fait. Et donc, mais ça, c'est intéressant au niveau du grec parce que on a une explication. La cosmogonie, finalement, c'est une explication du monde qui est projetée dans le cosmos. Et ce que je trouve passionnant dans le monde grec, c'est que tout était dit. Et quand on arrive à la fin de ce moins 8 siècles à peu près avec cette cosmogonie d'Hésiode, le monde était posé. Il avait une explication. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que 2 grandes sociétés sont nées, c'est Carthage, c'est Rome, qui ont scientifié à peu près de ces moins 8 siècles. Il faut que pour les hommes créent leur société, qu'ils aient une assise. Et cette assise mythologique, on l'a dans cette cosmogonie. Merci beaucoup Bernard Pyjarias d'avoir été avec nous pour cette première partie de la danse des mots. Je rappelle que votre livre La francophonie dans ses mots est édité aux éditions Glyph.